Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Clémentine Autain, bonjour. Bonjour. Inflation record, crise des carburants, incertitude économique, appel à la grève générale, vote du budget grâce au 49.3. 6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, la France est-elle en crise? Sommes-nous à la veille d'une explosion sociale de grande ampleur? Et puis au-delà, comment s'opposer au gouvernement? Comment souhaitez-vous vous opposer au gouvernement? En s'opposant à tout ou en cherchant le consensus sur les réformes économiques et sociales et sociétales à venir. Mais pour commencer, Clémentine Autain, qu'est-ce que vous inspire l'élection de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national? C'était hier. Écoutez, le congrès du Rassemblement national s'est déroulé juste après un événement important à l'Assemblée nationale, puisque un des députés RN a lancé Retourne en Afrique à l'un de mes collègues, Carlos Bilongo. Et ce qui m'a frappé, et Jordan Bardella en a fait partie, c'est cet empressement à soutenir ce député, en dépit du fait qu'il, quand Yael Braun-Pivet dit est-ce que je peux savoir quel député a prononcé cette phrase? Et là, c'est un silence assez long dans l'hémicycle. Et donc, il s'empresse à le soutenir, et à le soutenir alors que sur son compte Twitter, des propos racistes sont égrenés depuis un certain temps. Et donc, je dirais que pour moi, Jordan Bardella, c'est vraiment un nouveau profil au sens où il est jeune, mais pour incarner une ligne qui prend sa source dans le Front National, avec d'emblée une sorte de purge qu'il est en train de Donc là, vous parlez d'opérer. quand vous parlez de purge, vous parlez du fait que Jordan Bardella est viré deux proches d'ailleurs de Marine Le Pen, Steve Briouat notamment, le maire d'Hénin-Beaumont. Alors Bardella, c'est quoi? C'est la dédiabolisation du RN ou au contraire une re-radicalisation du RN? En tout cas, pour moi, enfin, j'ai déjà débattu avec lui et je connais son obsession contre les migrants, son obsession sur la préférence nationale. Donc, il est dans la droite lignée de ce qu'est le Front National depuis le début. On a beau avoir mis un R à la place du F, on reste quand même dans une idéologie qui a sa cohérence et qui est tournée vers la purification. Purification ethnique? Purification de la population française. C'est-à-dire, il y a l'idée quand même qu'il y a des gens qui sont en trop dans notre pays. C'est une logique d'exclusion et qui est très dangereuse dans son essence politique. Alors, puisque vous dites ça, c'est intéressant, purification d'une partie de la population française. Vous vous êtes retrouvé avec Jean-Luc Mélenchon et les députés LFI, c'était vendredi vers 13h à côté de l'Assemblée nationale, place du Palais Bourbon, pour dénoncer le caractère raciste et même fasciste du RN. C'est-à-dire que le RN est de nouveau un parti infréquentable, un parti hors du champ républicain. Pour moi, c'est pas de nouveau, il a toujours été en fait. C'est-à-dire que la rupture, elle a été de pure forme. C'est vrai que Marine Le Pen a donné un visage, j'ai envie de dire, plus rond, gommant les outrances et essayant quelque part de masquer. Mais ça, c'est très cohérent avec ce qu'est le fascisme à l'échelle internationale et depuis Parti toujours. Fasciste, les partis fascistes. Je ne dis pas que le RN est fasciste. Je dis que le Rassemblement national porte en germe le fascisme. Parce que ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette logique où nous aurions des ennemis de l'intérieur, où il faudrait renouer avec une image fantasmée de ce qu'est la France, qui serait une France éternelle, blanche, chrétienne. Ça, c'est de nature, potentiellement, à en effet générer la guerre civile et à commettre des actes qui sont des actes d'une très grande violence inhumaine. Alors, comment, d'un côté, vous pouvez accuser le RN du pire, parti raciste qui porte en lui les germes du fascisme, manifester contre lui le vendredi à 13h et draguer les voix de ses députés 2h30 plus tard à l'occasion du vote autour de la motion de censure? Alors écoutez, on ne les a pas du tout dragués, on les a d'autant plus pas dragués dans cette motion précisément, en tout cas, qui est la quatrième. Écoutez-moi bien, ouais. Dans cette motion de censure, je sais bien qu'on ne prend pas toujours la peine d'aller regarder le détail, etc. Mais c'est la quatrième motion de censure que nous avons déposée et à l'intérieur est écrit, noir sur blanc, que nous nous opposons frontalement à l'extrême droite. C'est marqué noir sur blanc et l'extrême droite étant bien le Rassemblement national stipulé dans la même phrase. Voilà. Et le Rassemblement national la vote. Donc quand je vous parlais d'opportunisme, si vous voulez, c'est-à-dire que le visage de ce type de parti politique est souvent aussi de masquer la réalité de ses votes, de ses choix, de son idéologie. Et ça, c'est. Mais est-ce que... Et donc, il y a du cynisme. C'est-à-dire qu'ils peuvent voter la motion de censure dont le texte stipule précisément qu'il y a un désaccord profond, frontal avec eux. Mais est-ce que le cynisme, il n'est pas de votre côté? Je vais vous lire deux tweets. Raquel Garrido et
puis la note de blog de Jean-Luc Mélenchon. Raquel Garrido, c'était le 24 octobre après la première motion de censure. Je suis heureuse que le RN soit obligé de reconnaître le leadership de la NUPES dans ce moment institutionnel où le Parlement se dresse contre l'avis de pouvoir du 49.3. LR devrait faire pareil. Je ne sais pas si ça vous a rendu heureuse ou pas. En tout cas, moi heureux Jean-Luc Mélenchon, le même 24 octobre. La droite sauve le gouvernement de justesse. Il manquait de 50 voix pour éjecter le gouvernement. Nous sommes prêts pour la relève. Et puis Mélenchon, qui dans une autre note de blog publiée le 1er novembre, c'est plus récent, est revenu sur l'échec, donc la veille de la motion de censure déposée par le groupe LFI contre le 49.3, en fustigeant Fabien Roussel et, a-t-il dit, les ailes Jadot et Hollande qui, sous prétexte de refuser les voix RN, finissent selon lui par soutenir le gouvernement Macron en refusant sa chute. En clair, Mélenchon est prêt à toutes les alliances, y compris avec le RN, pour faire tomber le gouvernement. Il n'y a pas d'alliance. Est-ce que c'est ça de gauche? En fait, plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas d'alliance, et d'ailleurs je pense que tous les Français le savent, possible, imaginable, même une seconde, entre nous, la NUPES, et le Rassemblement national. Mais est-ce que vous êtes prête à faire tomber le gouvernement avec le RN? Parce que c'est assez simple, tout nous oppose. Donc vous voyez bien qu'il ne va pas y avoir une autre majorité complètement rocambolesque dans laquelle on aurait des gens qui s'opposent en tout point. Donc, donc vous êtes bien d'accord avec moi que ça, c'est donc pas possible. D'accord? C'est pas possible. Et pourtant, Mélenchon a l'air d'appeler à ça. Après, il y a une autre question, c'est faire tomber le gouvernement. Voilà, faire tomber le gouvernement. Donc nous, on ne va pas aller chercher, c'est-à-dire concéder des choses sur le fond. Et d'ailleurs, dans nos textes de motion de censure, nous sommes très clairs sur le projet politique qui est le nôtre. Donc notre enjeu n'est pas d'aller draguer l'extrême droite. En revanche, force est de constater qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour la Macronie. Or, la Macronie passe en force avec des 49.3 répétés. Voilà. 49.3 donc la seule chose que dit la motion de censure, pas le texte et pas ce que nous on met derrière, mais la chose principale que dit la motion de censure, c'est vous n'avez pas le droit de fonctionner avec des 49.3 à répétition qui brutalisent le législatif, qui brutalisent la souveraineté populaire et qui empêchent, y compris ce qu'eux-mêmes avaient prôné au démarrage, c'est-à-dire un consensus de départ. Vous savez, on va chercher, on va plus fonctionner comme avant. Maintenant, il n'y a plus de majorité, mais nous avons une Assemblée nationale très diverse, donc il va falloir aller chercher des compromis. Et dès qu'on trouve des compromis dans cet hémicycle, et on en a trouvé, vous le savez, sur le budget, eh bien le gouvernement les met à la poubelle et avance à coup de 49.3. Pourquoi ne pas avoir dit on ne veut pas des voix du RN? Pourquoi l'avoir pas dit clairement? Ou éventuellement avoir retiré cette motion de censure après l'incident de... Soyons cohérents, soyons logiques. De jeudi. D'abord, ça veut à peu près rien dire. On ne veut pas... Je veux dire, la Macronie, est-ce qu'elle a dit on ne veut pas de voix du RN quand elle a fait passer la loi sur le pouvoir d'achat? Non, elle n'a pas dit ça. D'ailleurs, elle l'a fait passer grâce aux voix du Rassemblement national. Est-ce qu'à chaque fois que vous avez eu un macroniste à ce micro, je ne parle pas de ce micro précisément, mais tous les micros de la France, on a dit aux macronistes, mais c'est incroyable, vous avez réussi à faire passer la loi pouvoir d'achat avec les voix du Rassemblement national, alors est-ce que ça veut dire que vous avez une alliance objective avec le Rassemblement? Qu'est-ce que vous répondez à ce que je vous dis? Alors vous dites à la Macronie, puisque, et là c'était sur le fond, puisqu'il ne s'agissait pas simplement de s'opposer comme une motion de censure, il s'agit de dire on veut faire tomber le gouvernement, on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Que les oppositions s'opposent au gouvernement et veuillent faire tomber le gouvernement, même si elles ont des projets radicalement opposés, c'est quand même pas absurde. Ça n'indique pas une collusion de fond. Et je n'entends pas les mêmes questions posées en boucle à la Macronie, qui pourtant a fait passer son projet et qui peut-être demain, et c'est bien plus grave, pourrait faire passer son projet sur la loi immigration, une nouvelle loi immigration avec les voix du Rassemblement national. Ça, c'est quand même autrement. On va en reparler d'ailleurs. Le 16 juillet dernier, Mathilde Panot, présidente de votre groupe, avait posté un tweet controversé à l'occasion de la commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv. Je cite ce tweet. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas oublier ces crimes aujourd'hui plus que jamais avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Est-ce qu'en acceptant, mais c'est pas sur le tweet que je vous pose la question, c'est sur l'actualité, est-ce qu'en acceptant les voix des députés RN, en ne faisant rien de significatif contre ces votes, est-ce que vous ne rendez pas honneur aux députés RN? Puisque Mathilde Panot a parlé d'honneur rendu par Macron aux députés RN et au Rassemblement national. Je ne suis pas sûre de bien comprendre, en fait. En plus, vous citez un tweet sur lequel elle s'est expliquée. Je pense que la Macronie joue un jeu dangereux, en effet, avec l'extrême droite. Parce que le problème majeur que nous avons, c'est de ne pas valider les présupposés de l'extrême droite. D'être ferme sur les principes qui sont les principes de notre République, auxquels s'oppose
l'extrême droite dans son projet, dans son essence, dans ses partis pris d'ailleurs maintenant au grand jour, puisque comme pendant 5 ans on n'avait pas de groupe du Rassemblement national et qu'au bout de 3 mois on ait eu cet incident d'une violence et c'était explicite ce racisme-là qui arrive, c'est violent, mais on n'en est sans doute qu'au début. Donc je pense que le plus important, c'est qu'il y ait des bornes. Par rapport à Carlos Bilongo et aux propos qui ont été tenus par M. de Fournas, je dirais que la Macronie a globalement fait front, c'est-à-dire que a commencé par la présidente de l'Assemblée nationale. Au départ, vous avez critiqué dans un tweet. Oui, parce que on le voit pas à l'image, mais en fait, c'est très long avant qu'elle interrompe la séance. Elle demande qui a prononcé cette phrase. C'est quand même intéressant de voir que M. de Fournas, qui aujourd'hui revendique ses propos, et en fait, sur le moment, pas du tout dit que c'était lui. Donc, c'est curieux quand même. Je trouve ça un peu bizarre. Pour le moins, c'est que sans doute qu'il sait qu'il a atteint le point Godwin et donc il fait attention, il essaie de se planquer. Bon, on le retrouve. Mais je suis contente que Yael Braun-Pivet, la Macronie et nous, on ait réussi à faire une majorité pour sanctionner au plus haut niveau le député de Fournas. Ça me paraît être une bonne nouvelle. Mais je rappelle quand même que la Macronie a permis qu'il y ait 2 vice-présidents de l'Assemblée nationale, 2 vice-présidences, une vice-présidente et un vice-président. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Mais vous savez que c'est dû aussi au règlement de l'Assemblée nationale. On n'est pas obligé. Non. Que le Rassemblement national étant le parti d'opposition le plus important, il y a une règle. Ce sont les points qui permettent ensuite d'avoir ou non des représentants au sein du bureau. On décide ou non de faire la même règle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une règle qui aurait pu être entravée, je le crois. Et on n'est pas obligé de faire une liste commune, parce que ce qu'ils ont fait, c'est une liste commune. Donc il y avait peut-être un moment où on pouvait quand même ne pas dédiaboliser, ne pas participer à la notabilisation, à la respectabilité entre guillemets, du Rassemblement national. LFI demande aussi que l'on interdise les vice-présidents RN de présider la séance. Est-ce que vous le demandez aussi ou pas ? Oui, nous le demandons parce que après ce qui s'est passé, je pense qu'il y a besoin aussi de retrouver dans cet hémicycle une présidence dans laquelle chacune et chacun peut se retrouver. Parce que vous savez qu'en vertu du règlement vertu du règlement de l'Assemblée, c'est pas possible. Vous pouvez en revanche, dans ce cas, en cas de présidence de la séance par un député RN, refuser de siéger ou quitter l'hémicycle. Est-ce que c'est ce que vous comptez faire ? Mais je veux bien répondre à toutes ces questions, mais permettez-moi d'insister sur un point. C'est-à-dire que le Rassemblement national, si on veut le combattre avant tout, il faut le combattre sur le terrain des idées. Or, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a depuis des années, non seulement une banalisation de l'extrême droite, qui passe aussi par la façon dont Marine Le Pen est accueillie, les émissions People qu'elle fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on a l'impression qu'elle fait partie des meubles, comme tout un chacun en politique. Donc, il y a des digues qui ont été totalement... des digues qui ont été brisées, qui ont été cassées. Et ça, en effet, je le regrette parce que je ne crois pas que sur le fond, il y ait un changement de nature de ce qu'est cette extrême droite. Une question par rapport au député Bilongo. Il est tout à fait juste de dire qu'il a été l'objet, la cible de propos racistes. Il est hors de question de dire le contraire. Il y a une polémique qui a été ouverte hier par l'ex-maire et l'ex-député de Sarcelles, Pupponi, qui dit que ce député, votre député, a une proximité avec l'organisateur de la manifestation de juillet 2014 qui a débouché sur une sorte de pogrom antisémite à Sarcelles. Oui, non mais alors, il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'il peut arriver... Il a posté récemment, il a posté récemment, il y a quelques jours, une vidéo avec cet organisateur de la manif anti-Pupponi. D'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il arrive que des manifestations dégénèrent sans que les organisateurs soient d'accord avec les propos qui peuvent être tenus par certains des gens qui viennent manifester ou complices de ce qui s'y dit. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver dans des manifestations. Regardez la manifestation en hommage à Mireille Knoll. Moi, j'y étais là. Je veux croire que peut-être vous y étiez, mais je veux croire que la majorité des gens qui étaient là n'étaient pas d'accord avec ceux qui m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit qu'ils allaient tuer ma fille. Je veux croire que les organisateurs même de la manifestation
ne sont pas d'accord avec les propos qui ont été tenus à mon endroit, à celui de Jean-Luc Mélenchon et à celui est-ce que, de notre famille je comprends. politique. Mais est-ce que cette manifestation de 2014, pour vous, était une manifestation antisémite? Je vais être très sincère avec vous, je ne me souviens pas de cette manifestation précise de 2014. Donc je Ici, vous à Radio assure, on s'en souvient. eh ben voilà, écoutez, je suis Des commerces brûlés, des violences dans le quartier, ça, entre c'est guillemets, inacceptable. juif de Sarcelles, par un certain nombre de manifestants. Attendez, dont, ouais. les propos antisémites qu'on peut trouver dans des manifestations, ou d'ailleurs en Seine-Saint-Denis, moi je suis élue de Seine-Saint-Denis, où on sait qu'il y a eu, pas toujours à l'occasion de manifestations, mais parfois de façon malheureusement tristement spontanée, une recrudescence d'insultes à caractère antisémite, clairement. À Sarcelles, vous le dites à ce moment-là, mais à plein d'autres moments. Ouais. Moi, j'ai d'autres moments en tête qui concernent peut-être plus mon département. Ça, c'est inacceptable. Et c'est à nous aussi, à la gauche, d'être évidemment présente sur ce terrain pour le dénoncer à chaque fois. Et pour ce qui est de Carlos Bilongo, je n'ai aucun doute, mais vraiment aucun doute, sur le fait qu'il ne peut pas avoir cautionné à ce moment-là le moindre propos antisémite. C'est l'interrogation que pose, c'est la question que pose François Pupponi, qui était le député qui l'a précédé. Oui, enfin François Pupponi a été battu par Carlos Bilongo, donc je comprends. Non, mais il rappelle des faits précis. Mais quel fait? Ce que je vous disais, la proximité avec l'organisateur il a de la la proximité avec un organisateur d'une manifestation qui a dégénéré, dans laquelle il y a eu des propos antisémites. Donc, Carlos Bilongo, c'est quoi la conclusion? Vous voyez ce que je veux dire? Faisons attention à ne pas tout brouiller et à du coup à faire des assimilations. Vous voyez ce que je veux dire? Autre question qui nous renvoie à la politique. Si Emmanuel Macron a décidé de dissoudre, êtes-vous prêt, les filles, à cette perspective? Êtes-vous prêt des élections? Bien sûr. Oui. Bien sûr qu'on est prêt. Tout est prêt? On est prêt, on a même le papier. Vous voyez, non seulement on a les idées, le projet, les candidatures, mais nous avons même stocké du papier en cas de dissolution précipitée. Donc du papier qui servirait à éditer des affiches, des tracts et des bulletins de vote. Exactement. Tout est prêt. Et vous avez un budget pour ces élections qui est prêt, comme tous les partis. Voilà. Et souhaitez-vous une dissolution? Écoutez, moi, je ne serai jamais contre une dissolution, vous imaginez bien. Je ne serai jamais contre une dissolution, au sens où je ne suis pas satisfaite des équilibres politiques aujourd'hui. J'estime que la Macronie n'a pas de majorité pour faire ce qu'elle fait. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même dans cet hémicycle, elle ne respecte pas ce qui pourrait relever de majorité. Quand on a eu une majorité à l'Assemblée pour taxer les superdividendes, 49.3. La même chose sur, par exemple, le crédit d'impôt pour les résidents des EHPAD, 49.3. 12 milliards pour la rénovation thermique, 49.3. On balaye. Je vous parle de choses qui ont obtenu un consensus. Vous disiez en début d'émission, mais vous ne voulez pas être constructif. Non, j'ai une question. J'entends mal, mais c'était un des sujets. C'est pas simplement vous d'ailleurs. C'est un des sujets du moment. C'est nous, on serait vraiment une opposition qui à aucun moment n'accepterait le moindre compromis. Vous voyez, on a voté, on a dégagé les majorités. Dissolution. Vous dites on est prêt, on a même le papier. Il faut l'être. Il ne faut jamais avoir peur de retourner devant le peuple. Il ne faut jamais avoir peur. Et pourtant, les enquêtes, vous voyez, les sondages après sondage, indiquent qu'en cas de dissolution, la NUPES et LFI seraient fragilisées, alors que c'est le RN qui progresserait. Mais oui, mais sauf que vous savez très bien qu'un sondage avant campagne n'est pas le résultat. Jean-Luc Mélenchon, je prends l'exemple à la présidentielle, n'a jamais été sondé à 22%. Jamais. Et il commence même, si on va au début de la présidentielle, très bas. Donc, très bas par rapport au 22. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la progression dans la campagne est une progression considérable. Donc, nous, on sait qu'on a des capacités de mobilisation et de déploiement et de conviction en campagne qui fait qu'on ne prend pas le résultat donné à l'instant T comme étant, voyez, ça doit vous chagriner. Ça doit vous chagriner quelque part que Mélenchon apparaisse aujourd'hui beaucoup moins crédible en tant que chef de l'opposition que Marine Le Pen. Et en tant que dirigeant de l'opposition. C'est Marine Le Pen qui est au devant de la scène. Alors c'est un peu plus complexe que ça, parce que par contre vous avez aussi des sondages qui disent quelle est la meilleure opposition à l'Assemblée nationale. La meilleure opposition à l'Assemblée nationale, c'est la NUPES, devant l'extrême droite. C'est peut-être les outrances de Mélenchon qui passent pas? Bon, écoutez, moi je pense que les choses sont plus mesurées, elles sont évolutives, ça dépend aussi à des moments donnés de séquences, donc il faut toujours qu'on apprenne, y compris nous, à faire attention, à progresser, à être attentif, à toujours vouloir chercher cette majorité indispensable, parce qu'on a une course de vitesse avec l'extrême droite. Moi, je ne vais pas vous raconter qu'il n'y a pas de danger. Ça veut dire quoi, une course de vitesse? Quand je regarde, y compris bien sûr qu'on a une course de vitesse. Non, mais ça veut dire quoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, ce vieux monde incarné par la Macronie
va s'effondrer. C'est pas vous le vieux monde, c'est pas Mélenchon le vieux monde. Ah non, je pense que c'est Hein vraiment. Je pense que c'est Là, vraiment. je parle de l'homme Mélenchon. Ah non, mais moi je vous parle de Emmanuel Macron, qui justement lui est jeune, mais il a de vieilles idées. On dirait, vous voyez, Giscard ressorti du formol un peu. C'est un peu ça, non Emmanuel Macron. Et il est là, il est jeune, et par exemple, sur l'euthanasie ou l'avortement, il était contre, qu'on mette 2 semaines de plus de délai. Sur l'euthanasie, il freine des 4 fers. Et sur le terrain économique, honnêtement, c'est vraiment le libéralisme à l'ancienne. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle, moi j'appellerais le vieux monde. Voyez, alors, vieux monde et nouveau monde. C'est pas le clivage non, que veut la Macronie aujourd'hui, puisque la laissez-moi- Macronie aujourd'hui, elle évolue sans arrêt. Là, Mais et c'est maintenant, moi, elle a j'ai trouvé pas un terminé- nouveau clivage. J'ai un pas peu terminé la absurde. question. Je vous Vieux en monde prie. et nouveau monde. Vous avez parlé au début de cette émission de l'élection de Jordan Bardella à la tête du RN. Pourquoi n'y a-t-il pas d'élection comme au RN à la France Insoumise? Alors, il y a de fait parfois des élections. D'abord, à la Est-ce que, France Insoumise, vous êtes satisfaite de cette espèce d'état gazeux à LFI? moi j'ai dit ce que j'en pensais. Alors, dites-moi, du ça gazeux. m'intéresse. J'ai dit ce que j'en pensais dans un texte assez long. Précisez-moi les choses. Puisqu'il me semble qu'il faut passer un cap par rapport au démarrage de la France Insoumise. L'idée au début, c'était de ne pas reproduire les partis à l'ancienne, tels qu'ils ont fonctionné, notamment au XXe siècle. Donc on cherche quelque chose, c'est-à-dire une formule qui nous évite d'être dans des batailles de congrès sans fin, d'avoir un parti qui est davantage tourné vers l'extérieur. Que tourner vers les guerres intestines dont on connaît aussi parfois l'issue, un appauvrissement, voilà, des formations politiques qui perdent aussi dans leur capacité à entraîner tout le monde. Bon. Donc c'est ça qu'on cherche, mais il ne faut pas perdre en pluralisme politique. Il ne faut pas perdre en pluralisme politique et il ne faut pas non plus perdre en capacité de délibération collective. Donc moi, ce sont les 2 points qui me paraissent importants et sur lesquels il me semble que la France Insoumise a à progresser. Un travail Et vous a été parlez d'état engagé. gazeux, hein? Non, c'est pas moi qui parle en fait. Non, mais je vous C'est pose la question. Jean-Luc Mélenchon, au début de la France Insoumise, a dit bah oui, il y a une forme un peu Oui, gazeuse. mais est-ce que vous le dénoncez, cet état gazeux ou pas? Est-ce que vous considérez... Alors après, ça dépend ce qu'on met dedans. Il n'y a pas d'élection. Mélenchon est le chef. Autour de lui, tout le monde doit suivre, notamment vous. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça que doit fonctionner un parti politique? Je pense qu'un parti politique doit à la fois avoir de la cohérence et donc de la solidarité interne et savoir faire vivre le pluralisme. Et c'est ces 2 bouts c'est qui doivent c'est ce qui se passe à LFI aujourd'hui ou pas? C'est ce qui doit être tenu. Et je pense que nous avons à gagner du côté du pluralisme et de la délibération collective. Et je vous dis qu'un travail est en cours en ce moment, dont vous aurez d'ailleurs les résultats très prochainement, et qui justement va dans le sens d'une manière de franchir un cap de ce point de vue, il me semble, un cap positif. Autre question liée aussi à l'actualité. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne se retirerait pas, comme l'a fait Marine Le Pen? Laisser la place à quelqu'un de plus jeune, à une autre génération, à une nouvelle génération. Mais parce qu'en fait, ce n'est pas le moment de se poser cette question-là. Ce sera quand? Ce sera en 2027, 2026 avant la présidentielle? La présidentielle, la prochaine, logiquement, sauf si y a un effondrement de notre régime et que le président de la République ne peut pas finir son mandat de président. Je parle pas Là, on parle de dissolution tout à l'heure. Vous croyez ouais. Vous pensez qu'il peut ne pas pouvoir finir son mandat? J'en sais rien, on ne sait pas ce qui va se passer. La dissolution, je pense qu'en effet, elle est probable. On ne sait pas à quel terme. Et quand dit d'ailleurs, on ne sait pas à quel terme. Même si je vous ai posé la question tout à l'heure, la dissolution pour vous, ça pourrait être quand? Ça peut être rapide? J'en sais rien. Je pense aussi qu'il agite aujourd'hui la dissolution pour tenir ses rangs. Parce que ça commence déjà à fatiguer, ça commence déjà à contester en interne de la Macronie. Donc la menace de la dissolution est une manière de les tenir, et est une manière aussi de chercher l'alliance avec LR, puisque nous savons que LR aurait beaucoup à perdre. Alors sur vous maintenant, donc ce que vous commenciez à dire à l'instant. Sur la présidentielle. Sur la présidentielle. La présidentielle, c'est 2027. Je précise pour nos auditeurs, vous dites, c'est pas aujourd'hui que doit se poser la question de la succession de Mélenchon. Mais parce qu'on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas de problème de leader. Avant la présidentielle, il peut y avoir un problème de leader? Il y a forcément une discussion. Avant, il y aura, mais c'est pas du tout le tempo, c'est pas du tout le moment. Il y aura le moment venu une discussion pour savoir qui est notre candidate ou notre candidat. Notre candidate, j'ai dit les deux, pour une fois je commence dans l'autre sens, vous voyez. Notre candidat ou notre candidate, je peux la faire dans les 2 sens, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas le moment. J'insiste sur ce point. On a compris. Ce n'est pas le moment. Mais est-ce que ça veut dire que Mélenchon candidat en 2027, c'est pas du tout une évidence? Lui-même dit que ce n'est pas une évidence. C'est lui-même qui dit
ça peut dépendre des circonstances. Aujourd'hui, il ne le souhaite pas. Voilà. Mais j'insiste, ce n'est pas le sujet du moment. Le moment aujourd'hui, il est à consolider la NUPES. Il est à consolider la NUPES, il est à préparer notre famille politique à une potentielle dissolution, il est à faire que la France insoumise réussisse à passer son cap parce qu'elle est le fer de lance de la NUPES, elle est à la réflexion stratégique de notre positionnement général, elle est à l'ouverture dans la société pour toujours plus engranger. C'est ça le moment, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas que je veux esquiver, c'est que je pense que les questions doivent se poser dans l'ordre. Alors justement, on vous prête des ambitions présidentielles. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous dites, moi, candidate à la présidentielle, jamais? Je vous dis que ce n'est pas le moment de la question. Non, mais est-ce que vous dites jamais? Mais je vous dis que ce n'est pas le moment de la question. Donc vous dites pas jamais? Non, mais qui peut dire? Enfin, c'est complètement absurde. Mais qui peut dire quoi? Mais qui peut dire jamais? Bah, qui pourrait dire jamais? Bah, c'est la question que je pose. Bah, moi, je vous dis que ce n'est pas le moment vous de y de cette question. en vous maquillant? Je ne me rase. Ah, en me maquillant. Non, j'ai pas dit raser. Bravo. En vous maquillant. Vous y pensez? Non, je ne pense pas à ça quand je me maquille. Alors vous y pensez quand? Mais c'est une question. Parce que vous y avez quand même réfléchi à cette candidature à la présidentielle. Mais c'est une réflexion qui doit déboucher à un moment donné, voilà, et qui se pose à plusieurs d'entre nous, c'est tout. Vous, François Ruffin? On verra, vous savez, quand je vous dis que c'est pas le moment, c'est que je ne veux pas sortir de cette émission avec là, le petit bout, ce n'est pas le sujet. Vous avez dit, on ne peut pas dire jamais. Mais bien sûr qu'on ne peut pas dire jamais, mais c'est l'évident, je ne vais pas vous dire jamais. Voilà, mais je ne vais rien vous dire je sais que vous voulez quelque chose, mais je ne vais rien vous dire. Parce que je pense que ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais vous savez, la présidentielle, c'est la rencontre à un moment donné entre une personnalité et un moment politique. Qui peut dire qu'est-ce que ce sera dans 2, 3, 4 ans? Qui peut le dire? Candidat de quoi? Candidat dans quel moment politique? Quel profil nous voudrons à ce moment-là? Il faudra qu'un certain nombre d'entre nous soient prêts. Ça, c'est l'évidence, mais je pense que ce n'est pas la question du moment. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent Mélenchon, il commence à être un has-been? Bah, écoutez, pour l'instant, je constate qu'il nous a menés au plus haut sur 3 présidentielles, qu'il a quand même eu à des moments très importants une intuition politique très grande. Et moi, je dois reconnaître que ce que je lui dois, en tout cas le plus, et qui le rend de ce point de vue pas du tout has-been, c'est que nous avons une situation en France qui n'est pas celle de l'Italie. On va parler de la France, de la situation notamment... Non, qui n'est pas celle de l'Italie. C'est-à-dire qu'on pourrait être balayé. La gauche a été balayée. Et c'est parce que Jean-Luc Mélenchon est sorti du Parti socialiste, qu'on a gagné la bataille du non au traité constitutionnel européen, qu'on a créé le Front de gauche, puis ensuite maintenu les candidatures contre vents et marées de Jean-Luc Mélenchon, réussi au point d'être en tête avec ses 22% à la présidentielle. On lui doit ça. Eh bien, écoutez, je pense que ça, c'est pas has-been, c'est au contraire ce qui nous permet de construire l'avenir. Parti socialiste, justement, il y a des interrogations autour de l'avenir de la NUPES. Hélène Geoffroy, la maire PS de Vaux-en-Velin, qui est aussi la chef de file de l'opposition à Olivier Faure au sein du PS, a dénoncé ce matin sur Radio J ce qu'elle appelle, et je la cite, une direction du PS LFisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous lui répondez? LFisé. Non, mais c'est la ritournelle en permanence de tous ceux qui sont opposés à la NUPES. Moi, la question que je leur pose, c'est quoi? C'est quoi l'alternative? Elle est où? Dans une tripolarisation une tripolarisation du champ politique, vous avez 3. Mais c'est comme ce que disait Bernard Cazeneuve, Olivier Faure et le toutou de Mélenchon. Mais vous voyez bien que tout ça est ridicule. Olivier Faure n'est pas le toutou de Jean-Luc Mélenchon, pour la raison simple que, d'ailleurs, quand il n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, il le dit. Voilà, on l'a entendu à plusieurs reprises. C'est important, il est important, Olivier Faure, dans le dispositif? Il est indispensable, je dirais, dans indispensable, le dispositif. C'est-à-dire que nous avons besoin d'Olivier Faure parce qu'il est un ardent défenseur de la NUPES et que sans la NUPES, nous risquons l'éclatement et nous risquons de perdre très, très gros. Et je ne vois pas de stratégie alternative à gauche. Si vous voulez, la NUPES aujourd'hui, c'est la forme que prend l'union de la gauche dans la période contemporaine. Et je ne vois pas, quand j'entends Le Foll nous expliquer qu'il va essayer de construire l'espace entre la NUPES et la Macronie, quand vous dites il n'y a pas d'espace. Nous avons besoin d'Olivier Faure à la NUPES, ça veut dire que vous souhaitez qu'il remporte le prochain congrès du PS? Écoutez, j'espère en tout cas que la ligne qu'il incarne, continuera d'être là. Sans lui à la tête du PS, ça serait une catastrophe pour vous? Si à la tête du PS arrivent des gens qui n'ont qu'une idée, c'est de fracturer ce que nous avons réussi à construire, c'est-à-dire une alliance à gauche, eh bien, je vous dis que nous risquons un éclatement total et de retourner dans des périodes qui sont des périodes de grande dépression. Hélène Geoffroy, elle dit...
pour une union de la gauche, mais pas sous cette forme-là, pas sous une forme d'inféodation. Non, mais écoutez, elle peut être dans le déni du réel. Ça peut toujours arriver, c'est-à-dire de ne pas avoir vu qu'à l'élection présidentielle, il s'était passé quelque chose, et pas simplement à celle-ci, à celle d'avant également, que notre gauche, c'est-à-dire celle qui conteste les normes néolibérales, la compétitivité, qui veut une transition écologique en profondeur. Bon, voilà, ce que nous avons incarné, c'est-à-dire un discours qui prend à la racine les problèmes et qui veut un changement substantiel et non pas revenir aux errements de l'ère Hollande. Voilà, c'est ça qu'ont dit les Français en votant pour nous et ce qu'a dit ce qu'on appelle le peuple de gauche. Donc si on part de là et qu'on regarde le réel, quelle autre alliance est possible? Il n'y en a pas. Donc je mets en garde parce que honnêtement, cette voie-là, c'est celle qui emmène tout le monde dans le mur. Cette voie-là, c'est-à-dire le refus de la NUPES. La voie qui est proposée du refus de la NUPES et de caricature sur un parti socialiste qui, dans la NUPES, serait le toutou, je ne sais quoi, de Jean-Luc Mélenchon, ce sont des caricatures qui ont un objectif politique de fracturer la NUPES, mais si cette NUPES se fracture, alors il n'y a plus d'alliance à gauche. Or, nous savons que dans le cas de la tripolarisation, cette alliance est essentielle pour gagner. Et nous avons cette course de vitesse avec l'extrême droite. Donc, c'est vous dire la gravité. Ce que je veux dire, c'est que c'est vous dire la gravité du choix qui doit être fait au Parti socialiste et globalement dans nos formations politiques. Je rebondis sur vos déclarations. Nous avons besoin d'Olivier Faure. Je me dis que les opposants à Olivier Faure vont dire c'est le baiser de la mort d'une députée LFI, d'une dirigeante de LFI à Olivier Faure. Oh, c'est incroyable, ça. Comment ça, c'est terrible ce que vous êtes en train de dire. Bah, c'est une impression, non? Mais non, écoutez... Non, c'est pas le baiser de la mort. Mais écoutez, ils diront... C'est parce que vous avez dans la tête que... Non. Vous avez intégré dans vos têtes que la France insoumise, non, c'est vraiment... Ils vont dire, on a raison de dire que, comme Bernard Cazeneuve, que Olivier Faure est le toutou de Mélenchon. Mais non. Vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une alliance. Olivier Faure est pour une alliance. Dans une alliance, le Parti socialiste incarné par Olivier Faure a sa place pour être lui-même, si j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous sommes aussi nous-mêmes. Voilà. Nous avons fait un accord, nous avons fait une alliance. Et cette alliance est celle qui peut nous permettre de gagner dans le pays. On parle de choses sérieuses, on parle de la vie quotidienne des Françaises et des Français et de savoir si nous avons une solution émancipatrice, une solution de progrès humain, ou si on continue encore avec la Macronie et toujours les mêmes politiques, ou alors si on va vers le chaos total avec l'extrême droite au pouvoir. C'est de ça dont on parle. Et eux, de quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Les opposants à Olivier Faure qui veulent en découdre avec la NUPES. C'est quoi? Quelle est la stratégie politique qui pourrait nous permettre de gagner? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est le vide stratégique. Si ce n'est la conclusion de leur solution qui va forcément vers un éclatement et davantage de destruction de ce qu'on a réussi à construire et qui représente une espérance dans notre pays. Prochaine échéance électorale, il y aura les sénatoriales, ensuite il y a les européennes. Il faut une liste commune ou pas entre le Parti socialiste et les filles éventuellement de PC aux européennes? Moi, je suis... J'ai dit éventuellement le PC. Bien sûr. J'ai dit éventuellement, mais je pense à LFI et au Parti socialiste. La NUPES. Là encore, ce qui serait bien, c'est de réussir cette première année, de consolider la NUPES, de laisser passer les congrès des uns et des autres, et d'entamer ensuite une discussion sur le fond pour voir si nous avons une base politique suffisamment sérieuse pour être ensemble ensuite et constituer des listes communes. J'espère. Oui, j'espère parce que c'est un chemin et c'est un chemin pour gagner dans le pays, pas simplement les européennes dans le pays, et que je ne veux pas que les européennes tournent autour d'un duel entre la Macronie et le Rassemblement national. Et sur l'Europe, vous n'êtes pas forcément d'accord? Vous savez peut-être qu'on est plus d'accord qu'on ne le pense au démarrage. On l'a vu, écoutez, on l'a vu au moment de la négociation. C'était intéressant, la négociation qu'on a fait en 13 jours, 13 nuits. Moi, j'étais en fait, mais c'est peut-être lié à mon âge, et que c'était des très jeunes qui négociaient, plus pessimistes que les autres. Je leur disais, écoutez, mettons-nous d'accord sur 10 propositions, ce serait déjà pas mal. Ils sont sortis avec 650 propositions communes, et il y en a qui concernent l'Europe. Donc, je suis pour ne pas avoir d'a priori, vous voyez ce que je veux dire, négatif sur la possibilité de sortir de là, et au contraire, de chercher ce qui peut nous relier. De toute façon, si on veut gouverner ensemble, je vais vous dire, si on veut être crédible aux yeux des Français pour gouverner ensemble, il faut que nous sachions résoudre cette question et trouver la voie commune. Liste commune aux européennes éventuellement, vous dites. À la présidentielle, il faut aussi un candidat commun? Moi, je pense que c'est la logique pour gagner dans le cadre de la tripolarisation. Candidat commun à la présidentielle?
je pense que c'est la logique générale. Ouais. C'est de consolider cette NUPES et de lui permettre de gagner. Dans le cadre de la tripolarisation du champ politique, en effet, je ne vois pas quelle autre solution nous pourrions avoir pour accéder au second tour et pour gagner. Et c'est cette dynamique, en tout cas, que moi, je veux conforter. Et c'est la tâche que je me donne, que je nous donne pour les années à venir. Alors, vous disiez le 27 avril dernier, c'était donc avant les législatives, que si LFI était battue dans les urnes, elle cherchera la victoire dans la rue. Est-ce que vous le redites aujourd'hui? Est-ce que c'est votre stratégie aujourd'hui? Oui, pareil. Je vais prendre un exemple très concret. Vous savez qu'il y a la bataille des retraites qui arrive. Bon, il est fort probable qu'à l'Assemblée nationale, ça va tanguer. Peut-être ça peut se terminer par un 49-3, encore un énième 49-3, contre la volonté de la majorité de l'Assemblée nationale et contre la volonté des Français, puisque 7 Français sur 10 sont opposés à la retraite. Mais avec cet outil du 49-3... Et d'ailleurs, sur la retraite, sur l'âge de départ à la retraite, vous avez la même position que le Rassemblement national. Non, on n'a pas du tout la même position. On n'a pas du tout la même... Je ne crois pas que le Rassemblement national, je suis même sûre que non, soit pour la retraite à 60 ans. Je ne crois pas que le Rassemblement national soit dans une logique de consolider en fait notre régime par répartition. Ce n'est pas son modèle. Okay. Ça n'est pas son modèle. Très donc bien. il est faux de dire qu'on est d'accord. Donc dans la rue ou pas? Le Rassemblement est contre aller jusqu'à 65 ans, et nous sommes contre aller jusqu'à 65 ans. Mais ça ne fait pas un projet alternatif commun. Est-ce que tout doit se jouer dans la rue? Dans la rue, ce que nous pouvons, c'est empêcher le gouvernement de faire un 49-3. Et donc, nous serons dans la rue pour empêcher que le gouvernement fasse un 49-3 et agisse par le coup de force sur quelque chose qui est quand même qui nous concerne toutes et tous. Et en particulier les jeunes générations, et qui est inacceptable parce que c'est une immense régression dont nous n'avons pas besoin. Absolument pas besoin. Le système, notre régime n'est pas en déroute, contrairement à ce qui est asséné matin, midi et soir. Il n'y a aucune urgence à réformer notre système de retraite. C'est pas tout à fait ce que dit le corps. Non, bien sûr que c'est ce que dit le corps. Ah là, vous avez tort. C'est ce que dit le corps. On n'est pas du tout en péril. On a vraiment... Pendant un an, ensuite c'est autre chose. Non, on a beaucoup plus de temps. Ça n'est pas vrai. Alors, autre question qui est liée au social. Il y a eu coup sur coup la marche contre la vie chère de LFI de Mélenchon, c'était le 16 octobre, si je ne me trompe pas. La journée de mobilisation syndicale du 18, celle du 27 octobre de la CGT, et puis en attente d'une autre journée de mobilisation du 10 novembre. Est-ce que vous croyez à une crise sociale de grande ampleur? Est-ce que vous appelez à une convergence des luttes, éventuellement une paralysie du pays? Moi, je pense que le pays est aujourd'hui paralysé par la politique du gouvernement. Moi, je pense que le pays est aujourd'hui paralysé par la politique du gouvernement parce que les gens sont dans l'angoisse des factures, dans l'angoisse quand ils vont faire les courses. Vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui, arrivant à la caisse, remettent des produits. Parce qu'ils voient l'addition et ce n'était pas ce qu'ils avaient en tête. Donc on est dans cette situation. Et ça bloque le pays. Ça, c'est la paralysie du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut pas mettre en dynamique. Quand vous avez des gens qui sont angoissés, quand vous avez une paupérisation qui est en marche dans tous les secteurs, y compris dans la fonction publique. Il y a quelque chose qui ne tourne absolument pas. Est-ce qu'on va vers une crise sociale de grande ampleur? Peut-être un nouveau 95, automne 95. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens se réveillent, que les gens sortent d'une sorte de sidération face à ce qui nous arrive et redeviennent pleinement acteurs du cours de l'histoire de notre pays. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est à eux. De toute façon, c'est pas... Vous savez, même la grève générale, vous me dites, est-ce que vous êtes pour? Ce n'est jamais arrivé. Mélenchon, Sandrine Rousseau l'ont proposé, éventuellement vous? Il n'est jamais arrivé qu'on dise, tiens, on décrète la grève générale. Si elle arrive et qu'elle permet d'empêcher des régressions et de remettre en mouvement vers le progrès notre société, franchement, comment être contre? Vous l'appelez ces grèves générales ou pas? Mais encore une fois, je vous dis, je pense que c'est pas une histoire d'appeler à. Vous le souhaitez? Il faut essayer. Je souhaite qu'il y ait une mobilisation forte dans notre pays grève qui générale empêche. Non, parce que c'est pas tout à fait aujourd'hui, c'est pas tout à fait la position de la CGT, par exemple. Mais la grève générale, en fait, pour vous dire les choses, c'est que quand on appelle à une grève générale, c'est qu'on pense que c'est mûr pour qu'elle advienne. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Donc, dans mes rêves, oui, il y a un pays mobilisé qui est capable de faire une grève massive pour empêcher le gouvernement de mener sa politique, bien sûr. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est pas l'idée géniale d'un secrétaire général de syndicat ou d'un grand leader politique qui va, parce qu'il appelle à ça, ça va se passer. Ça se produit, on n'a jamais réussi à prévoir. En 95, je m'en souviens très bien, c'est quand moi j'ai commencé à devenir vraiment une militante politique. En 95, personne n'imaginait
On s'ennuyait presque, on n'était pas très loin comme en 68, vous savez, on s'ennuyait peut-être, il y avait une certaine atonie dans l'air, on se demandait ce qui allait se passer. On n'imaginait pas que le pays serait bloqué comme il l'a été. Donc on ne peut pas savoir sur quoi ça va partir et comment ça va partir. Mais j'espère que ce sera de la colère et pas du ressentiment qui va être nourri, parce que le ressentiment, ça c'est le carburant de l'extrême droite. Quand des militants écologistes ou autres dégradent des tableaux dans des musées, vous approuvez ou pas? Alors ça c'est vraiment une bonne question, parce que... J'attends votre bonne réponse. Hein? En fait, je dis sincèrement, je suis partagée. Je suis partagée parce que à la fois, je comprends complètement la recherche de méthodes qui fassent qu'on en parle. D'ailleurs, vous me posez la question. Je pense que s'ils avaient gentiment fait une manifestation devant je ne sais quel ministère pour dire nous voudrions que des mesures soient prises pour le changement climatique, vous ne me poseriez pas la question. Donc je me dis, bon, ben voilà, une jeunesse en colère qui trouve une forme qui permet de parler du climat, surtout à la veille de la COP27. Après, sur les tableaux, j'avoue que l'opposition entre nature et culture, c'est pas la détérioration des tableaux, puisque peut-être celles et ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais en fait, ils sont mais ça peut déboucher sur autre chose. Hein, voilà, ils ne le font que sur les tableaux pourquoi protégés. Je vous pose cette question? Mais c'est nature-culture. Oui, en fait, nature-culture, mais je vous pose cette question pour une autre, c'est une autre raison. Nature-culture. Oui, une autre raison. Par rapport à la culture, je pense qu'on a besoin de la culture. Ceux qui sont pris à la culture, ce sont les régimes totalitaires. Et c'est un peu ça qu'on voit dans les musées. Oui, non, là, je crois que vous arrivez Staline, après... Hitler, Daesh, ainsi de suite. Non, mais attendez. Bah oui. L'écologie, c'est... Ce que font ces militants, c'est ça. Ils s'en prennent à la culture. Oui. Alors, encore une fois, l'opposition nature-culture ne me plaît pas. Donc, je ne vais pas vous dire que je suis emballée par cette image-là. Après, vous pouvez entendre cette colère et cette espèce d'idée que c'est l'écologie qui serait le nouveau terrorisme ou le nouveau fascisme, est quand même une idée absolument là, on ne parle pas d'écologie, on parle d'un certain nombre de militants qui sont peu nombreux d'ailleurs. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, parce que aux bassines, à la manifestation sur les bassines, on était quand même... Enfin, j'y étais pas personnellement, mais il y avait aussi des Black Blocs qui ont été... Tout à fait minoritaires. C'est eux qui ont fait la violence aussi, qui ont commis des actes de violence. Non. Bon, 60 ou 80 policiers blessés. Écoutez, soyons un peu sérieux là-dessus. Pourquoi cette manifestation était interdite? Pourquoi y avait-il 1700 policiers présents alors qu'une semaine avant, à Lyon, il y avait des milices fascistes qui étaient dans la rue et il n'y avait pas une telle présence policière. Donc il y a aussi quelque chose qui ne tourne pas rond dans la stratégie du maintien de l'ordre et que quand la Macronie dit la question est de savoir est-ce qu'on laisse se mettre en place une ZAD ou pas? Dit qu'il faut choisir maintenant, qu'il faudrait, c'est le nouveau clivage qu'il est en train d'installer, c'est-à-dire qu'il faudrait être du côté de l'ordre ou du chaos et du côté renvoyé en fait à une forme de chienlit, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui seraient du côté de la chienlit et en fait c'est eux qui organisent le bazar pour ensuite expliquer que c'est-à-dire ils vont être le gouvernement, la Macronie qui organise des situations de tension, qui crée en fait la stratégie de la tension pour ensuite nous servir son discours où ça serait eux ou le chaos. Est-ce que vous êtes pour le chaos aujourd'hui, désobéissance civile ou pas? Le chaos aujourd'hui est un chaos climatique. Voilà. Et moi, je me désole que suite à cette manifestation, on n'ait pas pu parler du fond des bassines, parce que en fait, les bassines, c'est une aberration écologique qui en plus coûte très cher à la collectivité et qui ne profite qu'à un tout petit noyau de paysans. On ne parle pas de ce fond-là. Est-ce qu'on parle du fait qu'on va arriver à 2,8 degrés Celsius à la fin du siècle ? Si nous ne faisons rien et que nous continuons à aller dans le mur. Il nous reste très peu de temps. Je voudrais parler d'un sujet important qui vous concerne, qui concerne les filles. Je voudrais revenir sur l'épisode Corbyn, à savoir le soutien apporté par l'ex-leader du Parti travailliste britannique, accusé d'antisémitisme au sein de son parti, qui est venu soutenir pendant la campagne législative Daniel Simonet et Daniel Obono. Est-ce que c'est pas au moins un soutien embarrassant ? Écoutez, je pense que Jeremy Corbyn est un grand leader de gauche européen et même, je dirais, à l'échelle internationale. Après, sur la question précise de l'antisémitisme, le moins qu'on puisse dire, je pense, c'est qu'il a manqué de fermeté. Ah oui. Parce que c'est intéressant. Je parle à l'intérieur du mouvement. Je parle à l'intérieur de son mouvement. On va préciser les choses puisque ça va dans votre sens. En mars 2018, un commentaire publié sur Facebook, 6 ans plus tôt, refait surface d'un commentaire de Corbyn, dans lequel il regrettait le retrait d'une fresque murale dans l'est de Londres. Problème, l'œuvre
était controversée en raison de son caractère antisémite. Elle alimentait la thèse du monde gouverné par les Juifs. Nouvelle polémique au mois d'août suivant. Je précise les choses je pense parce que c'est important. Première polémique n'est pas très probante. Publication sur la publication du site du Daily Mail d'une vidéo compromettante tournée en 2013. On y entendait Corbyn rallier les sionistes britanniques qui ne comprennent pas l'ironie anglaise et n'auraient aucun sens de l'histoire britannique. Des propos salués entre autres par la figure de l'extrême droite Nick Griffin ou l'ancien responsable du Ku Klux Klan britannique. Le mois d'août 2018 a enfin été entaché de lourdes critiques ciblant Corbyn en raison de sa présence à une cérémonie qui s'était tenue en Tunisie 4 ans plus tôt. Il avait rendu hommage à l'un des terroristes des JO de Munich de 72. Voilà, donc... Moi, je reconnais que le fait de mettre tout comme étant une cohérence... c'est ce qui a été ressenti en Grande-Bretagne et notamment par les Juifs britanniques. J'entends, mais il faut aussi entendre qu'il y a une opération politique. Pourquoi ? Je vais vous dire deux choses qui, moi, m'importent. Par exemple, moi, dans tout ce que vous me citez, je dis ce qui, que moi, je n'aurais pas fait, par exemple, c'est en effet aller déposer une gerbe sur la tombe d'un de ceux qui a tué 11 athlètes. Un terroriste. Voilà. Ça, je pense que c'était pas une idée. En tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait. Donc, je vous dis franchement. Et puis, il faut préciser qu'il y a... Le reste, en revanche, il faut aussi entendre qu'il y a une campagne politique menée par les droites qui vise à aller absolument décortiquer tout pour expliquer que nous serions... C'est le propre du débat public. Il s'en est expliqué sur un... plaintes, non. plaintes Attendez, deux choses. Entre 2018 et 2019. Sur ses propos, il s'en est expliqué. Et d'ailleurs, parfois, il a présenté ses excuses et il a dit quel était le sens. Quand j'ai dit qu'il avait manqué de fermeté, c'est qu'en effet, il y a eu un certain nombre de remontées de propos antisémites. Et je crois que la gauche, globalement, doit être au rendez-vous à chaque fois pour être ferme sur cette question de l'antisémitisme. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vous dis les deux choses. Mais vous ne pouvez pas ne pas voir. Vous ne pouvez pas ne pas voir qu'il y a, depuis un certain nombre d'années, des polémiques qui sont liées aussi au fait que dès que nous critiquons l'État d'Israël, alors il y a un signe égal avec antisémitisme. Je ne crois pas que ce n'est pas le cas en tout cas de Corbyn. Et une polémique dans laquelle s'est engouffré Jean-Luc Mélenchon, c'était le 15 décembre 2019. Après avoir jugé grossières les accusations d'antisémitisme contre Corbyn, il les impute à ce moment-là. Attendez, je termine. Non seulement au grand rabbin britannique de Grande-Bretagne très modéré, expliquant ensuite la défaite de Corbyn, je cite, par sa géniflexion de Corbyn devant les ukases arrogante des communautaristes du CRIF. En quoi le CRIF pouvait avoir une influence sur les élections britanniques? Alors ça, c'est Mélenchon qui le dit. Mais ce que je pense, en tout cas, le fil de ce que je crois comprendre dans ce que vous venez de me lire, il faudrait que je relise, je sais pas, l'exégèse de tous les propos de Jean-Luc Mélenchon en tête. Mais ce que nous disons, c'est qu'il y a aussi des campagnes, il faut être lucide là-dessus, menées par les droites contre nous, qui visent à chaque instant à nous traiter d'antisémites. Quand on va à la manifestation de Mireille Knoll, j'y reviens, voyez ce qu'on nous dit. Et ça n'est pas acceptable. En tout cas, je dis les deux choses. Je dis ces campagnes sont inacceptables et j'aimerais bien, par exemple, aussi entendre le CRIF sur ce qui se passe en Israël en ce moment. On va attendre. Mais ça, on n'en a pas parlé, vous voyez. Mais ça serait quand même aussi intéressant. Et de l'autre côté, que la gauche soit systématiquement au rendez-vous pour lutter clairement contre l'antisémitisme. Les deux choses. Merci en tout cas Clémentine Autain d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci à vous.